tous et bienvenue dans l'interview. Ce pourrait être la plus forte mobilisation depuis longtemps. C'est ce que titre la capitale de ce matin sur la grève nationale de ce mercredi. Les syndicats annoncent un mouvement qui touchera tous les secteurs d'une grande importance. Annick Hellebeuk, bonjour. Du côté de l'AFEB, donc du patronat, on s'attend à quelle ampleur de mobilisation ? On s'attend à une grande participation, en tout cas à une volonté de perturber l'économie. Donc, parce que vous pouvez avoir des actions qui mobilisent un nombre relatif de personnes, mais qui ont un grand impact sur l'ensemble de l'économie. Et on a compris le message des syndicats qu'ils voulaient vraiment montrer qu'ils existent et qu'ils ont choisi ce genre d'action. Et ils veulent paralyser en grande partie, si pas totalement, l'économie. Ouais, des échos que vous avez, tous les secteurs seront concernés ? Pas spécialement tous les secteurs, non. Il y a également une grande volonté de travailler chez un grand nombre de personnes. Oui, ils ont mobilisé notamment la fonction publique, alors qu'ici, on vise un AIP, donc l'accord interprofessionnel pour les 2 prochaines années, qui est en cours de discussion. Et qui touche, lui, le privé. Et qui touche exclusivement le privé, mais les syndicats ont fait le choix d'élargir le mouvement à la fonction publique. Et donc ça peut avoir un effet démultiplicateur sur l'impact. C'est un des leviers qu'ils utilisent de manière stratégique, alors que la fonction publique n'est pas du tout concernée par les négociations et par la difficulté actuelle. Alors, il y aura un service minimum à la SNCB. Est-ce que pour vous, il aurait fallu qu'il y en ait dans d'autres parapublics ou même dans certaines fonctions publiques ? L'avantage du service minimum, c'est d'abord, il assure une certaine continuité du service public. C'est un des fondements du service public, c'est la continuité. Ensuite, il respecte le droit des non-grévistes, parce qu'au sein d'une entreprise publique, vous avez beaucoup de gens qui veulent travailler, qui veulent assurer leur service normal. Et donc, il respecte le droit de travailler des non-grévistes, qu'on peut appeler comme ça. Il respecte certainement aussi le contrat de gestion, les subsides pour lesquels que l'entreprise reçoit, et sans oublier l'utilisateur, qui n'a rien à voir avec le mouvement social. Donc on estime que c'est une bonne mesure qui a été prise au sein de la SNCB et qu'il faut l'envisager dans d'autres secteurs publics de transport, certainement. Est-ce que pour la grève de demain, on peut déjà donner une estimation du coût pour les entreprises, pour l'économie ? Bon, ça c'est effectivement très difficile parce que rien ne dit que l'économie sera totalement à l'arrêt. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais ça repose effectivement sur des paramètres que moi je ne maîtrise pas. Alors, on fait grève pour avoir un accord salarial digne de ce nom. C'est ce que disent en chœur les syndicats. C'est le fameux AIP, l'accord interprofessionnel, qui se négocie tous les 2 ans entre patronat et syndicats pour fixer les conditions de travail et le salaire des travailleurs du secteur privé, on l'a bien dit. Cette négociation, elle est rompue depuis le 22 janvier. Est-ce que c'est mort définitivement ou est-ce que la porte est encore ouverte ? De notre côté, la porte est totalement ouverte et la main est tendue. Nous n'avions pas terminé de négocier, donc pour nous, il n'y a pas de rupture des négociations. D'ailleurs, l'accord interprofessionnel couvre bien plus qu'une évolution réelle des salaires. Parce que n'oubliez pas que nous avons déjà, en Belgique, contrairement à tous les pays européens et même au niveau du monde, une indexation automatique des salaires. Et donc, ça veut dire qu'au cours des prochaines années, en fonction de l'inflation, si elle est de 4%, les salaires vont déjà augmenter d'environ 4%. C'est les estimations, je crois qu'on parle de 3,8%, plus les augmentations barémiques. Donc voilà, mais ça, on en parlera tout à l'heure, je crois, de l'évolution des salaires, mais l'accord interprofessionnel couvre aussi des domaines beaucoup plus larges que les salaires, comme par exemple la mobilité, les fins de carrière et tout ça. On doit en discuter et on veut en discuter. Chacun doit évidemment écouter le point de vue de l'autre et nous comprenons bien le message des syndicats, mais ils doivent également écouter quelle est notre problématique qui est de garantir la compétitivité des entreprises. Ouais. Ici, l'élément qui bloque quand même, l'élément fort, c'est les salaires avec ce chiffre de 0,8% de la marge de progression salariale. Ça, les syndicats ne veulent pas en entendre parler. Ils disent que c'est trop bas. Du côté patronal, est-ce qu'on peut aller plus haut ? Est-ce que c'est envisageable pour vous ?
Donc, comme je l'ai dit, si on parle de 0,8, c'est d'abord l'application d'une loi, hein, mais ça ne représente pas l'évolution réelle, l'évolution des salaires au cours des 2 prochaines années, puisque selon les secteurs et selon leur formule d'indexation, ce sera environ 4% de plus résultant de l'indexation, plus les augmentations barémiques qui, dans certains secteurs, s'élèvent à 1% de plus. Donc, au niveau du coût salarial, il y a déjà 5% qui existent. Et donc, les 0,8, c'est ce qui viendrait en plus. En plus, il faudrait qu'il soit plus élevé. Oui, oui, donc, il pourrait l'être. Mais ce 0,8 résulte de l'application d'une loi qui, il y a 2 ans, a été modifiée et qui a déjà été appliquée une fois, notamment avec les syndicats, il y a 2 ans. Ouais. Et cette loi sur la compétitivité des entreprises, les syndicats, ils veulent qu'on la revoie. Ils disent qu'elle est beaucoup trop cadrante, qu'elle empêche finalement de négocier correctement, tellement elle met des balises serrées. Du côté patronal, on serait preneur d'une révision de cette loi ou pas ? Nous entendons l'objection des syndicats qui dit qu'il faut donner l'autonomie de négociation. Il faut arrêter avec ces carcans. Alors, si on veut l'autonomie de négociation, on va faire comme dans les autres pays voisins. C'est-à-dire qu'on part de zéro et il n'y a pas d'indexation qui est garantie d'office. Il n'y a pas de progression barémique qui sont garanties d'office. Je veux dire, soit on veut l'autonomie de négociation, mais alors elle doit être complète. On part de zéro pour les 2 prochaines années. Soit on tient compte de l'indexation et des barèmes. Et alors, on doit voir si ça dépasse ou non déjà l'évolution dans les pays voisins. Et donc, c'est de 2 choses l'une. Ouais, il faut prendre l'ensemble. Oui. On voit dans la presse de ce matin, il y avait une ouverture du président de l'Union des classes moyennes, de l'UCM, qui disait qu'il y a une marge de 1,1% au lieu des 0,8% est possible. Et ça, si on corrige la marge de sécurité. Donc, si on joue un petit peu avec la loi qui existe pour l'instant. C'est envisageable, ça, du côté de la FEB? Vous en avez déjà discuté? On est effectivement en train d'en discuter entre employeurs, parce qu'il est important que le banc patronal reste uni dans son interprétation de la loi. Il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau de l'Organisation internationale du travail, il y a des normes qui s'appliquent et que nous les invoquons également. Et une des normes, c'est de dire que quand on est un partenaire social représentatif, donc qui a le pouvoir légal de négocier des accords qui ont force de loi par la suite, on se doit de respecter la légalité, c'est-à-dire de respecter les lois. Alors si déjà, avant de commencer à négocier, on dit « Ah, cette loi-là, je ne la veux pas. Par contre, cette loi-là, je la veux bien », je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le respect mutuel, mais également le respect de la légalité est important pour nous. Alors comment est-ce qu'on sort un peu de ce cul-de-sac, hein? On a l'impression que les positions sont assez tranchées. Avec quelles propositions est-ce qu'on pourrait venir sur la table? De quoi peut-on discuter encore? Donc il faut faire preuve de créativité pour rester dans la légalité. C'est ce que tout le monde dit de part et d'autre. Oui, d'accord. Bon, alors il faut distinguer, il faut trouver le juste équilibre entre le maintien de la compétitivité. Désolé, c'est pas un gros mot, c'est comme ça, c'est un fait. L'économie belge est très ouverte sur l'étranger, donc nous sommes vraiment dépendants d'une comparaison compétitive par rapport au coût salarial dans les pays voisins. Donc il faut veiller à ça, c'est essentiel. Donc trouver un équilibre entre le respect de la loi sur le maintien de la compétitivité et en brut, hein, parce que là on parle de 0,8% en brut, en augmentation du coût brut pour les employeurs, et alors voir si en net, grâce à différents mécanismes, on peut offrir plus aux salariés que du 0,8% en net en plus. Vous voyez, donc là, on parle de quoi? On parle de chèque repas, des choses comme ça, oui, différents types d'indemnités, différents. Et nous avons mis sur la table un certain nombre de propositions. Évidemment, on ne va pas faire le débat dans la rue. Nous, on préfère le faire autour de la table. Alors, le patron de la FGTB disait ce matin dans l'Écho, dans ce pays, les entreprises sont des assistés sociaux. Il calcule en fait l'impôt que rapportent les sociétés, 17 milliards, mais dit qu'elles bénéficient par ailleurs de 13 milliards de subventions salariales et de réduction de cotisations sociales. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez quand, avec cette phrase un peu provocante, il dit les entreprises sont des assistés sociaux? Oui, je ne vais pas répondre avec le même ton. Moi, je m'abstiens de faire des attaques et des injures par rapport aux entreprises qui, quand même, créent le bien-être dans ce pays. Donc, on n'a pas d'emploi si on n'a pas d'abord des entreprises qui sont en croissance et qui créent sur le fond, il dit que du bien-être. La Belgique subsidie trop, finalement, les entreprises. Ce débat a lieu dans des enceintes qui sont très structurées en Belgique, qui s'appellent notamment le Conseil central de l'économie. Donc, pour appliquer la loi sur la compétitivité de 1996 et pour arriver finalement au 0,8 que le Conseil central de l'économie a identifié, il y a des discussions qui ont lieu tous les jours quasiment entre partenaires sociaux. Tout ça a eu lieu
en amont. Et maintenant, on sort avec des injures de ce genre. Donc, c'est quand même pas le lieu d'un grand déballage. Et bon, ce genre d'argument, c'est un peu quand on n'a plus rien d'autre à dire. La FEB a sorti son mémorandum en vue des futures élections avec tous les éléments qu'elle aimerait voir apparaître dans les programmes des partis. Ça, c'était début février, donc juste après la rupture des négociations. Est-ce que c'était le bon tempo? Est-ce que ça n'a pas mis un peu d'huile sur le feu? Vous savez, ce genre d'événement, ça se prépare 6 mois à l'avance. Et le tempo idéal pour nous, et ça avait été convenu avec le groupe des 10, c'était de fixer un accord interprofessionnel sur une courte période en janvier, le 23 ou le 24 janvier. Mais les syndicats sont sortis le 22. Donc ce genre de forum préélectoral, réserver la salle, réserver les intervenants, qui étaient tous les présidents de parti, ça se prépare bien longtemps à l'avance. Donc la question sur le tempo, on ne sait pas y répondre, on ne savait pas changer ça. Alors on sent que les relations entre syndicats et patronat se sont tendues, les relations se compliquent. Est-ce que le modèle de concertation sociale, comment est-ce qu'il se porte? Je vais vous proposer 3 propositions de réponse. Il est juste en panne, ou bien complètement dépassé, ou bien à réinventer? Alors la troisième possibilité me plaît beaucoup, mais je pense qu'au niveau des entreprises, c'est déjà ce qui se passe. La concertation sociale, comme vous le savez, a lieu au niveau interprofessionnel, également au niveau sectoriel et au niveau des entreprises. Et dans les entreprises, on trouve des moyens pour dialoguer, on trouve des moyens pour faire face aux défis auxquels on est confronté au jour le jour, pour faire face justement à la digitalisation, pour faire face à la concurrence internationale croissante. Et donc, on réinvente sur le terrain. Donc, maintenant, votre question concernait plutôt, je crois, le cadre global, voilà, le groupe des 10 qui doit donner un cadre général dans lequel tous les autres s'inscrivent. On n'a pas d'autre choix, sinon on joue simplement le jeu de ceux qui veulent mettre fin à l'existence de la concertation sociale interprofessionnelle et à l'existence du groupe des 10. Oui. La NVA notamment a proposé. Voilà, donc certains estiment que c'est un échelon qui n'est pas performant. Et donc, si par ce genre de blocage et en refusant de venir autour de la table ou en faisant le débat dans la rue, on donne du grain à moudre à nos détracteurs. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement actuel? Que le gouvernement actuel prenne aussi ses responsabilités, bien sûr. Ce n'est pas évident dans le cadre des affaires courantes, mais qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour dénouer les nœuds, éventuellement par la médiation, voir effectivement, on est dans une situation inédite, parce qu'en général, quand il n'y a pas d'accord interprofessionnel avec donc un accord sur une marge salariale, alors le gouvernement doit fixer cette marge par arrêté royal. Mais comme il est en affaires courantes, ce sera moins facile. En principe, il ne peut pas faire ça, donc on est dans le chaos. Je crois qu'il faut éviter le chaos et j'en appelle à la responsabilité de tous. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cet entretien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu pour une nouvelle interview. Belle fin de journée à tous.